Nous revoici avec le chapitre numéro 7 qui sont les troubles anxieux. Alors, les troubles anxieux, voici la définition. Les troubles anxieux regroupent divers troubles en lien avec une anxiété excessive qui se manifeste de façon variable. Il peut s'agir d'attaques ou de crises de panique aiguë, de phobie, de troubles anxieux généralisés, etc., parce qu'il y en a d'autres. Ceux qu'on va voir ici, encore une fois, il y en a deux en rouge, c'est ceux sur lesquels je vais mettre l'accent. Il y a le trouble panique, l'agoraphobie, l'anxiété généralisée et les troubles spécifiques, les phobies spécifiques plutôt. Dans la définition que je viens de vous lire ici, ce qu'il faut retenir comme mot-clé, là, c'est une anxiété excessive. Donc, il est normal de ressentir tous de l'anxiété à l'approche d'un examen, à l'approche d'un événement important ou pour lequel on n'est peut-être pas très habitué. Donc, ça, c'est normal. Quand on parle d'excessif, souvent ça va être dans la durée, dans l'intensité et dans les effets que cette anxiété excessive-là vont amener chez la personne. Et c'est ce qu'on va voir dans les différentes définitions et dans les critères diagnostiques qui vont suivre. Quelques définitions rapides juste pour démystifier les différents mots qui viennent souvent avec anxiété, stress et tout ça. Donc, il y a le premier mot qui est le stress, après ça la peur, la phobie, anxiété, angoisse et la panique. Le stress, c'est une réaction d'un organisme vivant à une situation qui nécessite une adaptation. Donc, n'importe quoi qu'on va vivre d'anormal, qui va faire en sorte qu'on va être un petit peu déstabilisé, c'est ce qu'on appelle davantage du stress que de l'anxiété ou de la phobie. Donc, ce sont des réactions qui sont normales, qu'on va tous vivre à des degrés différents. Peur, c'est une réaction émotive immédiate à un danger imminent, entraînant une activation du système nerveux sympathique responsable des réactions de paralysie, de fuite ou de lutte. On ramène là, à l'homme de Néandertal là, qui devait là, réagir quand il voyait un mammouth ou ce type de bête-là. Là. Donc, il y avait cette peur-là qui amenait une réaction physiologique. Et on va le ressentir dès qu'on va avoir l'impression qu'on va être coupé par une voiture puis qu'on a la possibilité d'y rentrer dedans. Donc, on va ressentir notre corps, là, le taux sanguin s'envoyer dans les extrémités, le cœur qui va palpiter et tout ça. Donc, ce sont des réactions qui sont physiologiques. La phobie, c'est une peur irrationnelle d'une situation, d'un objet, d'un animal ou d'une personne qui ne sont objectivement pas dangereux. Donc, c'est ce qu'on appelle la phobie. C'est pour ça qu'on a souvent des phobies comme la phobie des araignées, la phobie des avions. Donc, on a une peur dans notre tête, mais qui n'est l'objet pour lequel on a peur n'est pas un danger réel. Anxiété, c'est un état d'appréhension et de crainte à l'égard de ce qui pourrait se produire. Donc, j'appréhende, j'anticipe et ça me met dans un état plus anxieux. L'angoisse, c'est une forme plus grave d'anxiété associée à l'impuissance ou à l'inquiétude pouvant mener à la panique. Et la panique est un sentiment de terreur extrême et soudaine qui se manifeste par des sensations physiologiques intenses et désagréables, et on va le voir tantôt dans le trouble panique, des palpitations, des sueurs, des tremblements et des nausées. Voilà. Donc, le trouble panique, qui est le premier trouble à l'étude ici, correspond à des attaques de panique imprévisibles. Donc, ça veut dire que je ne m'y attends pas. Peu importe la circonstance ou le contexte, normalement, je ne m'attends pas à faire une attaque de panique. Et récurrentes, c'est-à-dire qu'elles vont revenir. Une personne qui ne fera qu'une attaque de panique n'aura pas forcément un trouble panique, mais le fait qu'elle en fasse plusieurs dans un délai X nous mènerait un psychiatre ou un spécialiste de l'évaluation clinique à un diagnostic de trouble panique, provoquant une peur intense, une appréhension de subir d'autres attaques paniques, des préoccupations quant aux conséquences des attaques de panique ou des comportements d'évitement. Et le mot évitement est important ici parce qu'on va le voir dans tous les troubles anxieux. L'évitement est une caractéristique importante. L'évitement, c'est j'ai tellement peur que ça m'arrive encore que je vais pas me retrouver dans ce contexte-là. Je vais éviter certaines situations qui, pour moi, sont anxiogènes. Voilà. Donc, les critères diagnostiques sont présents sur la page suivante et les voilà. Donc, j'ai mis la définition à votre gauche, juste ici, du trouble panique. Donc, ça correspond à des attaques de panique imprévisibles et récurrentes, provoquant une peur intense, une appréhension de subir d'autres attaques, des préoccupations quant aux conséquences des autres attaques de panique ou des comportements d'évitement. Et voici les critères. En A,
on dit que les attaques de panique récurrentes et inattendues. Donc, ce sont des attaques de panique plutôt récurrentes et inattendues. Une attaque de panique est une montée brusque de crainte intense ou de malaise intense qui atteint son maximum en quelques minutes. Donc, c'est assez rapide une attaque de panique, hein, avec la survenue de 4 ou plus des symptômes suivants. Donc, parmi la liste des 10 qu'il y a là, la personne doit en avoir au moins 4. Sinon, on ne parle pas d'un trouble panique. Donc, notez bien que la montée brusque peut survenir durant un état de calme ou d'anxiété, c'est-à-dire que la personne peut se retrouver assise sur son divan et tout à coup, pouf, il y a cette montée-là, brusque, qui était inattendue, ou ça peut aussi se produire dans un contexte où elle va se sentir plus anxieuse, je sais pas moi, dans une file d'attente, et elle va être inquiète pour quoi que ce soit, et là, ça pourrait se déclencher. Donc, il n'y a pas de contexte là favorable ou infavorable à ce type d'attaque de panique. Donc, premier critère, palpitation, battement de cœur sensible ou accéléré du rythme cardiaque. Donc, on va avoir l'impression que notre cage thoracique va exploser. Là. Le cœur se met à battre extrêmement activement. Et souvent, pour cette raison-là, les gens vont avoir l'impression qu'ils font une crise cardiaque. Alors, c'est souvent une chose qu'on entend, des gens qui vont se ramasser à l'hôpital, qui vont dire « j'ai fait une crise cardiaque », alors que le médecin va faire des électrocardiogrammes et va dire « non, tout allait bien », mais c'était possiblement une attaque de panique que la personne faisait. Donc, premier critère, palpitation, battement de cœur, accéléré du rythme cardiaque. Après ça, transpiration, donc ça va venir avec évidemment tellement un cœur qui bat tellement vite qu'elle va en avoir jusqu'à des transpirations, des tremblements ou des secousses musculaires, c'est-à-dire qu'elle va avoir des petits spasmes, possiblement, évidemment, ça en prend 4 parmi les 10 suivantes, donc elle ne les aura peut-être pas tous, comme elle pourrait tous les avoir, bien sûr. Sensation de souffle coupé ou impression d'étouffement, elle va avoir l'impression de manquer d'air, même si son cœur bat très vite puis il y a une hyperventilation, là, elle va avoir l'impression qu'elle manque d'air. Okay? Sensation d'étranglement, donc encore une fois, dans ce manque d'air, elle se sent comme étranglée. Douleur ou gêne thoracique, donc elle va ressentir une douleur ici à la poitrine, avec l'augmentation des palpitations cardiaques. Souvent, ça amène les gens à croire qu'ils font une crise cardiaque, c'est ce que je disais tantôt. Nausée ou gêne abdominale, donc elle pourrait se retrouver avec une douleur là, au niveau de l'abdomen ou même des nausées, des hauts le cœur et tout ça. Sensation de vertige, d'instabilité, de tête vide ou impression d'évanouissement. Donc elle va avoir l'impression qu'elle est en train de tout perdre ses moyens. Frissons ou bouffées de chaleur, donc ça peut être les deux. Elle a des frissons, mais en même temps, elle est comme ces bouffées de chaleur-là, ou un ou l'autre, peu importe. Paresthésie, sensation d'engourdissement ou de picotement, là, souvent c'est aux extrémités. Donc ça, c'est le critère A, ça en prend au moins, comme j'ai dit tantôt, 4 ou plus de ces symptômes-là. Après ça, en B, au moins une des attaques de panique a été suivie par une période d'au moins 2 mois plutôt ou plus, où l'un ou les deux symptômes suivants se sont manifestés. Donc, à l'intérieur d'un mois, la personne aurait eu des craintes plutôt persistantes ou inquiétudes d'autres attaques de panique ou de leurs conséquences. Par exemple, perdre le contrôle, avoir une crise cardiaque, devenir fou, etc. Donc, elle va craindre d'en faire une autre. Et après ça, en 2, donc il y a des changements de comportement significatifs ou inadaptés en relation avec des attaques de panique. Donc, ça veut dire que la personne pourrait tenter d'éviter d'en faire de nouvelles en ne faisant plus certains comportements, donc ce qu'on appelle un comportement d'évitement. Donc, elle a fait une attaque de panique, donc elle présente au moins 4 des 10 critères-ci, et pendant le mois qui va suivre, elle va avoir la peur d'en faire de nouvelles, et elle va adapter ses comportements en conséquence, donc elle va faire de l'évitement. Elle va éviter de se retrouver possiblement dans le même milieu qu'elle a fait sa première attaque de panique, ou elle va éviter des situations pour lesquelles elle pense qu'elle pourrait être à risque d'en faire une autre. Donc, ce sont les critères nécessaires pour le trouble panique. L'agoraphobie, je vais juste vous le nommer sans nommer tous les critères diagnostiques. Donc, l'agoraphobie se définit comme une anxiété ressentie à l'idée de se retrouver soit dans des endroits ou des situations d'où l'on pourrait avoir du mal à s'échapper, soit dans des situations où il serait difficile d'obtenir de l'aide en cas de panique. Donc, souvent dans les moyens de transport, dans des endroits qui sont clos, à l'extérieur du domicile, la personne deviendrait anxieuse et elle se dit, si jamais je me retrouve à
capoter, là, est-ce que je peux me sauver ou est-ce que je peux obtenir de l'aide? Donc, si elle a l'impression qu'elle n'y arrive pas, elle va encore une fois faire de l'évitement. Donc, c'est ce qu'on appelle l'agoraphobie, mais ce n'est pas à l'étude dans le cadre de notre cours ou pour les études de cas ou les évaluations sommatives. Donc, lisez-le, apprenez à le comprendre, mais c'est pas aussi important que le trouble de panique ou que l'anxiété généralisée qu'on va voir tantôt. Donc, l'agoraphobie, les facteurs de risque sont écrits ici. Je vais ramener justement à notre anxiété généralisée, qui est un trouble caractérisé par des inquiétudes et des appréhensions excessives. Hein, le mot excessif est important, donc c'est au-delà de la normale, persistante, c'est-à-dire qu'elle perdure dans le temps, et incontrôlable, donc ça veut dire que sur lesquels je n'ai pas le contrôle. J'ai beau tenter de me raisonner, mais les inquiétudes restent dominantes. Liées à des événements ou à des activités de la vie courante. Donc, de la vie courante, tout ce qui est normal de vivre, mais pour cette personne-là, ça va lui créer des inquiétudes importantes, persistantes, incontrôlables, etc. Donc, les principaux thèmes d'inquiétude qu'on va retrouver, la famille, donc tout ce qui a trait aux enfants, à leur état de santé, etc. La santé, bien sûr, l'argent, l'avenir, et des événements mineurs comme des retards. Donc, n'importe quoi qui a trait à ça va souvent devenir une source d'inquiétude là, incontrôlable et persistante chez cette personne-là. Voici les critères diagnostiques du trouble de l'anxiété généralisée. Il y en a 4, A, B, C et D. On dit en A, une anxiété et soucis excessifs, donc ça peut être des attentes avec appréhension, survenant la plupart du temps durant au moins 6 mois concernant un certain nombre d'événements ou d'activités, tels que le travail ou les performances scolaires. Donc, ici, en A, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a cette anxiété, ce souci excessif-là qui dure depuis au moins 6 mois. Donc, ça prend 6 mois. Si on n'a pas 6 mois, c'est insuffisant pour en arriver au diagnostic, si on veut, d'un trouble de l'anxiété généralisée. Encore une fois, toujours par un psychiatre ou un psychologue et non pas par des techniciens de travail social ou des travailleurs sociaux. Je sais que je me répète, mais c'est vraiment important que ce soit compris pour tous. Donc, c'est important. Hein? Ici, j'ai dit, là, il y a critères A, B, C et D. Donc, c'est important de s'assurer que la personne rencontre tous les critères. Autant le A, le B, le C et le D. Et s'il y a des différences, là, comme certains autres critères à l'intérieur d'un critère comme A, B, C, D, ben, il faut en tenir compte aussi. Donc, en B, la personne éprouve de la difficulté à contrôler cette préoccupation-là. Donc, il faut que ça fasse au-delà de 6 mois. Il faut que je sois inapte, si on veut, ou incapable de bien les contrôler. Donc, ça revient au point où ça me dérange, que j'ai bien beau me raisonner, mais ça reste là. Donc, c'est ce que ça veut dire. En C, l'anxiété et les soucis sont associés à 3 ou plus, donc ça prend au moins 3 des 6 critères qui suivent. Donc, on dit dont au moins certains symptômes ont été présents la plupart du temps durant les 6 derniers mois. Donc, ici, agitation ou sensation d'être survolté ou à bout. Donc, on va penser de quelqu'un qui est toujours plein d'énergie, qui est comme, tu sais, l'anxiété, elle se vit, elle se ressent. Toujours l'impression d'être à bout parce que c'est prenant sur le corps. Fatigabilité, donc ça va entraîner évidemment une fatigue extrême parce qu'on d'être sur le qui-vive comme ça, c'est pas toujours facile. Difficulté de concentration ou trop de mémoire, donc elle va oublier des choses parce qu'elle est préoccupée par cette anxiété-là, ou elle va avoir de la difficulté à se concentrer. Elle va écouter une émission à la télévision, puis la tête va partir dans l'anxiété, qui fait qu'elle va devoir revenir pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle a fait parce que ça prend toute la place. Donc, difficulté de concentration. Irritabilité, donc cette anxiété-là va occasionner chez cette personne-là de l'irritabilité, donc possiblement des manifestations un peu plus colériques, de l'impatience et tout ça, avec les enfants ou avec les pères au travail ou même avec le conjoint à la maison. Tension musculaire, donc elle va le dire, là, j'ai l'impression que mon corps est tendu, j'ai l'impression que je me sens tout crispé souvent, donc ça aussi c'est un critère de l'anxiété généralisée. Et la perturbation du sommeil, donc on va trouver souvent des difficultés à s'endormir ou un sommeil qui est interrompu ou agité et non satisfaisant, donc non beaucoup moins de récupération là, qui fait que la personne va continuellement avoir ce manque de sommeil-là, donc qui va jouer encore un peu plus sur l'irritabilité. Et on dit en D, l'anxiété, les soucis ou les symptômes physiques entraînent une détresse ou une altération cliniquement significative du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants, comme on le dit plus tôt. Donc, une détresse, c'est-à-dire que la personne va le nommer elle-même qu'elle n'est pas bien comme ça, qu'elle est tannée de vivre dans cet état-là, et l'altération
significative, ça veut dire l'arrêt des activités sociales possiblement, ou même l'arrêt du travail parce que c'est trop sujet à ressentir cette anxiété-là, donc on va éviter. Alors voilà pour l'anxiété généralisée. Il y a aussi les phobies spécifiques que je vais vous laisser lire.